Bonjour, nous allons passer à la lecture du chapitre 5. Je ne lirai pas en entier cette fois. Le chapitre 5, il est sous-titré Le premier bombardement, une crise de folie, le fonctionnaire malade, deuxième bombardement, départ de Gérone, semaille de carnet, les dynamiteurs, la grange, la grand-mère sur le chariot, les fantômes blancs et la maison envahie. Nous avons dormi toute la nuit d'un trait, et nous aurions pu dormir toute la matinée si un nouveau bombardement, le premier de la journée, ne nous avait réveillés. Des explosions retentissaient au loin et font trembler les vitres de la chambre. Nous nous levons rapidement et habillons les enfants. Mais avant même que nous ayons fini notre toilette, le bombardement cesse. Paco, qui s'est levé tôt pour aller au ministère, revient au moment où notre hôte apporte sur la table une grande marmite de faro. Pendant le petit déjeuner, Paco nous fait part des premières nouvelles qui viennent d'arriver du ministère. Barcelone est tombée. C'est arrivé hier matin. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, ça s'est passé sans un coup de feu. Lorsque la population a bien voulu s'en rendre compte, elle avait maintenant, elle avait déjà les troupes franquistes dans la ville. Un homme qui s'est enfui de là-bas hier lui a dit avoir vu les troupes nationalistes avancer sur l'avenue Diagonale. Il s'est échappé comme il a pu et a quitté la ville par la route qui longe la côte près de Mataro. Et il a pu monter dans une voiture et il est arrivé ici aujourd'hui. Quant au camion qui devait apporter les bagages, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'a pas pu sortir de Barcelone. De fait, tout est resté là-bas, sur le trottoir, au ministère d'instruction publique abandonné à un cruel pillage. En attendant cela, je sens que ma gorge se noue et que ma poitrine, mon cœur lutte pour ne pas éclater. Sans dire un mot, je me lève et me dirige vers la chambre. Là encore, assommé par un brutal coup de massue, je m'effondre sur le lit. Mon travail de poète, mes trésors d'auteur, tout l'effort littéraire d'une existence honnête se sont effacés en un clin d'œil. Mes poésies, mes drames, mes dessins, tout est perdu à jamais. 20 ans de travail, de lutte, de calvaire pour arriver à ça. Toute une vie détruite, un rêve de gloire réduit en cendres. Plusieurs livres de poésie, 42 pièces de théâtre, des douzaines de dessins, des petits contes, des essais, des traductions, fruits d'un travail énorme, en grande partie inédit, tous anéantis. Et moi, que suis-je maintenant? Je me sens brisée, annihilée, comme brusquement jetée dans un précipice absurde. Absurde, mais immense, définitif et certain, et je ne peux pas l'accepter. Je ne veux pas l'accepter. De manière rapide, fulgurante, défilent dans ma tête tous les théâtres que j'ai parcourus dans ma vie, toutes les soirées bercées d'applaudissements, tous les personnages, fruits de mon imagination, à qui j'ai donné vie en les portant sur scène. C'est tout un monde qui est mort, un monde qui était mien, que j'avais créé, que les furies de la guerre ont tué hier. Que vais-je faire maintenant? Quelle force, quel optimisme, quel pouvoir d'illusion, quel délai me faudra-t-il pour tout recommencer? Impossible, impossible. Je sens qu'une lâcheté désespérée s'empare de moi, que mon esprit vacille et devient fou, et avec une inconscience aveugle, j'attrape mon pistolet. Je n'ai qu'un seul désir, en finir une fois pour toutes. Je suis complètement effrayée à l'idée de devoir vivre pour survivre. Non, je ne veux pas hésiter. J'arme la balle dans la chambre, je porte l'arme sur ma tempe et... Mais il est trop tard. Ayant pressenti mon drame, ma femme et ma sœur sont entrées dans la pièce et se jettent sur moi pour m'arracher le pistolet des mains. 2 cris contenus et une lutte silencieuse. Une brève dispute qui passe inaperçue depuis la salle à manger. Alvaro, pour tes enfants, insiste doucement mon épouse, les yeux en larmes. Si ce n'est pour moi, pour eux. Cependant, je résiste encore, car je me sens toujours acculée par l'aveugle folie suicidaire. Mais en voyant mes 2 enfants qui franchissent le pas de la porte et qui viennent vers moi, ma main se retrouve désarmée. Le pistolet tombe au sol et je les prends, tous les 3 dans mes bras, en pleurant comme un gosse. Elles ont raison. Ma vie ne m'appartient plus, elle leur appartient à eux. Mais je veux pleurer. Et je pleure comme un gamin turbulent qu'on a puni en lui ôtant tous ses jouets d'un coup. Je m'arrête là pour cette lecture de chapitre. Il en reste encore pas mal. Je voudrais juste, je vais encore en lire un peu, mais je voudrais juste
vous interpeller sur une question un peu philosophique cette fois. Est-ce que la guerre peut tuer la littérature, l'art en général? Je vais vous demander de réfléchir à ça et de réfléchir un petit peu avec quelques exemples, peut-être que vous auriez des exemples Seconde Guerre mondiale ou plus récents. Est-ce qu'il y a des artistes qui ont développé leur art en lien avec la guerre? Est-ce qu'il y a des artistes qui ont échappé à la guerre pour poursuivre leur art et le sauver? Est-ce qu'il y a des artistes qui ont tout perdu et qui se sont éteints avec la guerre? À vous de réfléchir à ça. Je vais sauter maintenant quelques pages et puis je vais lire la fin du chapitre, mais je vous invite à lire bien sûr le milieu parce que sinon c'est un peu compliqué à comprendre. Donc là c'est le moment de faire pause et de lire, jusqu'à la page 82. Je vais commencer en haut de la page 82. Mais si vous ne lisez pas les 4 pages qui me manquent là, ça va être compliqué de comprendre. Donc petite pause sur la vidéo, vous lisez par vous-même et vous reprendrez quand on en sera là. Donc page 82, je saute les 2 premières lignes et je commence après les 3 premiers petits points. Il fait déjà nuit noire lorsque nous nous arrêtons devant une grange, à la chaleur d'un petit feu allumé par 2 paysans. Ils nous invitent à nous approcher et nous proposent de partager le bouillon de carottes qu'ils nous ont chauffé dans une marmite. Bien que nous ayons faim, nous ne voulons pas les priver de leur souper. Aussi, nous n'acceptons que quelques gorgées chaudes pour la grand-mère et les 2 enfants qui sont épuisés. Avec ça, nous décidons de nous reposer un peu en nous installant sur la paille à côté du feu. Enveloppés dans la couverture, la grand-mère et les petits se sont rendormis. Moi, je me mets à contempler le ciel en fumant une cigarette que le plus âgé des 2 paysans m'a offerte. 2 heures plus tard, nous quittons nos compagnons d'un instant et reprenons notre marche. À mesure que nous nous éloignons du feu, malgré les étoiles qui brillent dans le ciel, l'obscurité devient totale autour de nous. Seule une rumeur de roues et de voix nous aide à trouver notre route. L'exode de chariots et de marcheurs se poursuit. Peu à peu, nous apercevons leurs silhouettes dans l'obscurité, découpées dans l'azur ténébreux de la nuit. Cette marche est émouvante, lugubre et angoissante. Le désir de fuir bat dans toutes les poitrines. Après 1 heure et demie de route, la grand-mère ne peut plus nous suivre, et les enfants qui se sont endormis commencent à peser dans nos bras. Heureusement, une lumière vient nous éblouir les yeux. Nous faisons une halte devant un grand feu de camp autour duquel sont réunis une vingtaine de soldats. Un autre arrêt pour nous réchauffer et reprendre des forces. Un homme qui s'est aussi approché du feu avec sa famille pour se réchauffer a pitié de la pauvre grand-mère et il consent à la prendre sur son chariot pour un bout de chemin. Nous peinons à la hisser sur la montagne de meubles et de matelas, mais finalement, elle se met à l'aise. L'homme fait avancer son attelage et nous autres, formant une garde autour du chariot, reprenons notre marche. Un spectacle étrange et fantastique s'offre à nous. Le froid de la nuit, de plus en plus piquant, a fait dérouler toutes les couvertures et nous assistons à un pèlerinage étonnant de milliers et de milliers de fantômes muets, encapuchonnés. Seul le grincement maladroit des épieux trouble le miracle de cette vision dantesque, alors qu'un silence religieux déploie ses ailes noires sur l'étrange cortège de fantômes blancs. De temps en temps, une voix d'homme s'élève. « Hé, laissez passer, camarades !» Et une ombre impressionnante avance au milieu des grincements de roues. Un autre chariot chargé d'affaires et de matelas silencieux comme de funestes moines de Saint-Bruno, 5 ou 6 parents enroulés dans leur couverture suivent la guimbarde, alors qu'à la tête de la petite caravane, le premier prieur de ces encapuchonnés demande le passage et tire sur le licou de sa mule fatiguée en la faisant avancer à force d'insultes à coups de fouet. « Hé, laissez passer, camarades !» Les piétons s'écartent pour lui céder le passage et la masse grinçante gagne lentement du terrain avec un roulis de chalands maladroits sur cette immense rivière de fantômes blancs qui se perd au loin dans la nuit sur cette route interminable. La grand-mère, enroulée dans son châle, perchée sur sa montagne chancelante, semble présider, tel un fantôme noir au milieu des fantômes blancs, une petite partie de cet étrange cortège.
à la voix lassée du grand prieur arrive à nouveau jusqu'à moi, déjà atténué par la distance. Hé, laissez passer, camarades! Donc, petite pause là pour vous expliquer. On a l'impression d'une procession religieuse. Les gens se sont mitouflés dans des couvertures. Il fait très froid et avancent tous dans le calme du soir, étrangement silencieux. On a vraiment cette impression d'une procession religieuse avec des personnages qui sont comme des moines qui marcheraient silencieusement dans une espèce de pèlerinage, de procession. Mais là, ce sont des civils qui essayent juste de fuir et qui n'ont plus rien. Je continue, tout en bas de la page 84. Nous avons parcouru 3 km de plus quand notre véhicule s'arrête devant une vieille ferme. Je ne peux rien faire de plus pour une petite grand-mère, pour la petite grand-mère, nous dit le paysan. Ma femme est fatiguée et doit monter sur le chariot. Je vous laisse devant cette maison. Avec un peu de chance, vous trouverez un autre véhicule. Reconnaissant, nous le quittons et entrons dans la maison. À l'intérieur, il règne un chahut de tous les diables. Dans le vestibule, un employé communal tente de calmer les soldats qui se disputent. Dans les autres pièces, il y a une autre profusion de lumière. Entrez, camarades, nous invite un jeune homme rougeau avec un nez épaté. Et n'hésitez pas, il y en aura pour tout le monde. Nous entrons dans la salle attenante. Un groupe militaire est en train de boire devant une table de pain. Il y a des bouts de saucisses sèches et du jambon sur la table, ainsi que les miches de pain coupées en morceaux et de nombreuses boîtes de lait concentré. Ce voleur de paysans avait sa réserve bien approvisionnée, dit un garde de troupe d'assaut. Pendant que les gens mouraient de faim, ajoute un militaire. Vautour de la guerre, commence un autre en mordant son sandwich. Venez les amis, arrêtez de bavarder, occupez-vous de la cave, crie un troisième qui apparaît devant la porte et celle-ci en trébuchant. Une bouteille dans chaque main. À l'odeur du vin, d'autres soldats arrivent et vident la cave en moins de 2. Les bouteilles sont débouchées, les verres de vinasse passent de main en main, et peu après, toute l'enceinte n'est plus qu'un enfer de voix, de chants et de cris. On dirait une taverne andalouse, étrange et absurde. Sauf qu'il n'y a pas de désir de fête, ni même de traces de joie dans tout ça. C'est la propre folie du désastre qui veut se noyer dans le vin. C'est le désespoir de l'impuissance qui ne veut pas pleurer, qui ne veut pas se sentir vaincu et qui prétend échapper à lui-même par le destin abject d'une idiotie et d'idiote ébriété. Cette maison envahie, saccagée, où un pauvre employé de mairie se débat pour convaincre une bande d'ivrognes en voulant imposer l'ordre là où l'ordre est mort et donner un semblant d'autorité là où toute autorité est échouée, cette maison remplie de cris et de lumière où les chants populaires se mêlent au bruit des verres et de fusils, cette maison sans maître, abandonnée au vol et au pillage de gens armés, sans chef ni contrôle, ressemble à une eau-forte dramatique et goyesque, gravée par les pages tristes et sales de notre grande défaite. Petite parenthèse ici, je lis ce chapitre, c'est très volontaire. On a là une maison d'un employé communal qui se fait piller. Cet employé communal, il risque pour sa vie parce que Franco va s'attaquer en premier à tous ceux qui vont résister, bien sûr, combattre encore plus, mais aussi ceux qui vont avoir aidé la République espagnole, les républicains. Et donc, un employé de mairie est nécessairement un sympathisant républicain pour Franco. Et les employés de mairie, les employés municipaux, vont forcément avoir vont encourir des risques. Donc, ce personnage-là qui aurait, selon les soldats, mis de côté plein de choses, en fait il voit juste sa maison pillée et effectivement peut-être qu'il a des réserves, mais comme tout un chacun dans sa maison, peut-être que vous avez quelques boîtes de conserve, quelques vivres chez vous, je sais pas, dans votre cave, dans vos placards, et là il se fait dévaliser sa maison, il peut plus rien faire parce que les soldats sont complètement ivres d'une certaine ivresse, ivres d'alcool d'abord bien sûr, mais aussi ivres parce qu'ils ont perdu le combat et qu'ils ont perdu la raison. Ils sont en train de partir, ils ont tout perdu et donc il n'y a plus rien qui compte et ils n'ont plus de soldats, plus de maîtres pour les organiser
Et donc il y a une certaine ivresse dans ce pillage qui se crée en fait, une avidité si vous voulez. Et là, l'auteur compare ce tableau, cette scène de pillage à, je cite, ça ressemble à une eau forte, dramatique et goyesque. Goyesque, c'est les tableaux de Goya. Je vous invite là maintenant à aller voir ce que c'est que ce peintre, Goya. Vous le verrez certainement en espagnol. Et durant notre séjour à Saragosse, nous irons visiter la maison de naissance du peintre Goya, qui a pour spécificité de présenter des personnages qui sont torturés, au visage déchiré, mal formé, bouleversé par la tristesse du monde qui l'entoure. Et vous verrez aussi des tableaux de violence, de torture en quelque sorte. Goya, c'est un être très torturé. Vous le verrez sûrement en espagnol et puis nous le verrons sûrement quand nous irons à Saragosse. Voilà, c'est pour introduire le peintre qu'on appelle Goya. Et ça, ce sera dans l'interro de lecture assez prochaine. Voilà. Il nous raconte sa donc je reprends la lecture jusqu'à la fin du chapitre. Maintenant. Assis sur des sacs de toile entassés dans le vestibule, nous essayons de nous reposer un peu. Un agent de police catalane s'est mis à discuter avec mon beau-frère. Il nous offre des sandwichs à la saucisse et quelques verres de lait concentré. C'est un homme âgé, mûr, qui reste serein au milieu de cette folie générale. Il nous raconte sa tragédie. Il a quitté Barcelone en laissant sa femme et ses enfants là-bas. Il est très affecté. Croyez-moi, dit-il, c'est la fin. La République s'effondre et nous avec elle. En ce qui me concerne, ce qui peut m'arriver n'a plus d'importance, si ce n'est pour ma femme et mes enfants. Cela fait de la peine de voir ce gaillard encore rude et robuste, sous ses cheveux blancs et sa casquette de policier, serrer son fusil d'une main pendant que de l'autre il cache l'humidité de quelques larmes. Le fonctionnaire intervient dans la conversation. Il ne veut pas croire que la guerre puisse atteindre son paisible village. Non, non, ils les arrêteront. Ils ne passeront pas Gérone. Le policier hausse ses épaules, avec un scepticisme silencieux. À quoi bon parler? Le tableau qui s'offre à nos yeux est suffisamment éloquent pour que nous nous rendions compte que la fin est arrivée. Mais si nous résistons, insiste l'employé, jusqu'ici, vous ne croyez pas? Le policier s'approche du seuil de la porte et, levant sa main, il lui montre la route. L'interminable procession de chariots et de fantômes est encore plus gigantesque. La psalmodie de voix et le grincement des roues parviennent jusqu'à nous. Et au milieu de la foule, on aperçoit maintenant d'importants contingents de gardes et de soldats qui défilent également, soulevant sur leur passage un bruit rythmé de bottes et de fusils. Il n'y a plus rien à faire, répond avec tristesse le policier. Mais la conversation s'arrête là, car dans la cuisine, des cris épouvantables captent notre attention. La fête s'achève en bagarre, et en bagarre formidable. Les verres volent dans les airs et se brisent contre les murs de chaux. Le vin renversé sur le sol ressemble véritablement à du sang. Des insultes fusent, et on aperçoit dans certaines mains des éclats de machettes et des reflets de pistolets noirs. Et pour couronner le tout, au beau milieu de cette incroyable partie de pugilat, un chanteur de flamenco, passablement saoul, s'obstine à calmer le public querelleur avec un petit fandango qui sonne faux. « Allez-vous-en » nous dit le fonctionnaire. « Ça commence à sentir mauvais. »« Oh, il vaut mieux, » ajoute le policier catalan. « Quand on est avec une femme et des enfants, il est plus prudent de ne pas quitter la route. » Nous écoutons ce bon conseil et après avoir serré la main à ces deux serviables amis, nous quittons la demeure pour nous replonger dans l'obscurité. Et à nouveau, mêlés à l'imposante caravane, comme traînés par elle, nous pénétrons dans la nuit sans lune, laissant derrière nous la grande maison envahie et sa violente eau forte de vinasse et de cris. Route de Figueras, le 27 janvier 1939. Donc là, je vous invite à réfléchir un petit peu au comportement de chacun de ces personnages. Il y a celui qui fait monter dans sa charrette puis qui abandonne dans un marasme pas possible ces personnages.
On a que pensez-vous de lui? Est-ce qu'il a bien agi, pas bien agi? Est-ce qu'il a fait ce qu'il a pu? Est-ce que voilà. Le policier qui se retrouve sur la route en ayant abandonné ses enfants et pourtant qui s'est battu sûrement. La famille, l'écrivain qui essaye de protéger sa famille mais qui a fui aussi. Les soldats qui se comportent comme de véritables ivrognes, des soulards, des soudards qui sont là pour boire, pour manger, qui dévastent tout alors que le pauvre homme a tout perdu comme tous les autres qui sont sur la route. Ce fonctionnaire, est-ce qu'il avait raison de garder des vivres, des victuailles un peu avec lui, de ne pas partir? Voilà, chacun dans cette guerre est prise dans une espèce de tourbillon. Est-ce qu'ils choisissent d'agir comme ça? C'est pas sûr. Est-ce qu'ils font exprès, voilà? Ou est-ce que c'est juste leur place à un moment T qui fait qu'ils sont obligés d'agir comme une sorte de marionnette qui les pousse à agir comme on attend d'eux. Et encore une fois, dans une guerre, il n'y a pas des gentils, il n'y a pas des méchants. Là, on a des personnages qui se sont battus contre Franco, donc pour la liberté, et qui vont dévaster, saccager, piller, qui se comportent très très mal. Il faut bien voir que voilà, ce sont tous des comportements humains qui sont pris dans le tourbillon de la guerre, et dans une guerre, il y a juste l'horreur qui persiste, et voilà, on a notre famille qui repart sur les routes. Je lirai le chapitre 6 en partie seulement, et je vais avancer comme ça seulement sur des parties de chapitre pour que vous ayez l'essentiel, mais ça devient incompréhensible si vous ne lisez pas les pages qu'il vous manquent. Donc faites cet effort, je fais beaucoup d'efforts pour vous lire une partie du livre quand même. Donc je compte sur vous pour lire ce qui manque. Allez, je me lance dans le chapitre 6.